de dette nationale, c'est pour ça aussi qu'on est là, donc est parti vers d'autres cieux. Visiblement, monsieur veut faire de l'entrepreneuriat solo. Et donc, monsieur Giraudoll arrive en remplacement. Donc, nous, on a plein de choses à dire aujourd'hui. On veut d'abord donner, accueillir le nouveau président gérant associé de je sais pas quoi, donc à la Banque Lazare, pour lui dire que les Gilets jaunes sont évidemment totalement en désaccord avec sa vision, puisque la Banque Lazare est une banque mondialiste, oligarchique, qui a joué un rôle notamment dans la crise de 29, un rôle avec l'éclatement de la bulle spéculative, etc. Et c'est surtout les gens qui sont à l'intérieur de Lazare et ceux qui ont dirigé Lazare sont très intéressants, les amis, quand on regarde leur biographie. Concernant Mathieu Pigasse est parti, a quitté donc la Banque Lazare. Mathieu Pigasse était connu dans les milieux oligarchiques, il est passé par Alena, par Sciences Po. Mathieu Pigasse, c'est aussi un des actionnaires du groupe Le Monde, donc les médias. C'est aussi également l'actionnaire des Inrock, soi-disant espèce de magazine d'émancipation gauchiste, et etc. de Radio Nova. Et de Radio Nova, alors ça c'est le pire, parce que Radio Nova, putain, il passe comme de la bonne musique. On a quand même les boules quand on apprend ça. Ensuite, on apprend que Mathieu Pigasse a été le concurrent direct d'Emmanuel Macron en politique, alors qu'il n'en a jamais fait. Il faut que les gens sachent qu'à l'époque où Emmanuel Macron voulait lancer la République en marche, Mathieu Pigasse voulait lancer un mouvement qui s'appelait le Premier Jour. Dans les mêmes modalités, tu vois. Et parrainé par qui? Par Alain Minc. Par les mêmes toujours. Donc, on retrouve finalement toujours les mêmes systèmes. C'est en vérité des rivalités oligarchiques. Autre chose encore pour Mathieu Pigasse, quand Mathieu Pigasse conseillait Danone et des fusions-acquisitions, on avait une rivalité avec Macron qui lui bossait pour Rothschild et s'occupait de Nestlé. Tu vois, il y avait toujours une rivalité entre la Banque Rothschild et la Banque Lazare. Donc en fait, tout le cinéma qu'on voit, c'est des rivalités oligarchiques, ni plus ni moins. Et Mathieu Pigasse est un oligarque en ascension, il n'est plus Palais Serville selon nous, et il est en train de monter en ascension directe. Mathieu Pigasse, c'est le groupe Le Siècle. Mathieu Pigasse, c'est le think tank Europa Nova, dont il est administrateur. Europa Nova, c'est un groupe européiste qui prône le néolibéralisme au sein de l'Union européenne. Donc Mathieu Pigasse, c'est tout ça. C'est quoi Ascension? Ah, l'Ascension, c'est... Mathieu Pigasse était valet servile. Au début, c'était un valet servile de la Banque Lazare, donc de Kenneth Jacobs. Kenneth Jacobs, PDG mondial de Lazare, qui est membre exécutif du groupe Bilderberg. C'est bon, il n'y a rien au-dessus. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette ascension, tu vois, il a fait l'ENA, il a fait Sciences Po, il a eu des éléments comme Antoine Bernheim, son mentor, donc, qui était aussi à la Banque Lazare, qui lui-même a façonné Bernard Arnault et François Pinault, donc façonneur d'oligarques. Et donc en ascension, parce qu'il a connu tout l'entre-soi oligarchique, et aujourd'hui, maintenant, il va pouvoir se lancer avec ses propres deniers dans une aventure capitaliste. Alors il est millionnaire, il n'est pas milliardaire, c'est pas Bernard Arnault, mais il faut surveiller son ascension, parce qu'il ne serait pas surprenant de le voir dans quelques années en politique. Il a déjà tenté le coup, mais Macron l'a couché. Enfin, c'est pas Macron, c'est Rothschild qui a décidé que tu te couches. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est devant la Banque Lazare. Alors la Banque Lazare, on a plein d'autres données. La Banque Lazare, elle restructure la dette de l'Irak, de l'Afghanistan, du Venezuela, que des pays quenelles d'ailleurs. Argentine. L'Argentine. Équateur. L'Équateur. La Grèce et la Grèce. Et la Grèce. D'ailleurs, il est dit, on peut le retrouver dans les données, regardez là. La Grèce, l'Argentine, l'Équateur, l'Irak, la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Voilà. Alors ne bouge pas, je te fais lire le document. Côte d'Ivoire, très Depuis plusieurs décennies, Lazare conseille, depuis son bureau à Paris, des gouvernements sur tout un éventail de sujets financiers, privatisation, restructuration de dettes, notation souveraine. Elle a notamment accompagné la Grèce, mais aussi l'Argentine, l'Équateur, l'Irak, la Côte d'Ivoire ou l'Égypte. Parce qu'il faut rappeler aussi à nos auditeurs que Sarkozy est actuellement nommé consul de la Côte d'Ivoire. Il est consul, le mec, de la Côte d'Ivoire. Il bosse pour la Côte d'Ivoire. Non mais tu vois, le recyclage oligarchique, enfin du valet servile, pardon, parce que Sarkozy est un valet servile. Il recycle les gens comme il recycle les bus RATP. Exactement. Donc il y a toujours des trucs assez croustillants. Et c'est important, les amis, de comprendre qui dirige la France. On n'arrête pas de vous dire, cette oligarchie, elle est diverse. Mais la tête de la pyramide oligarchique, c'est toujours les banquiers internationaux. Ça, c'est une donnée constante. Et dans les valets serviles qui ont, on va dire, servi la cause de manière zélée, donc c'est ce Mathieu Pigasse. Maintenant, peut-être parler de monsieur Giraudoll, qui est arrivé, qui est le remplaçant de Pigasse. Ça, c'est aussi intéressant, les amis, parce qu'il va lui aussi être en ascension, il va s'occuper des restructurations, etc. Alors, Jean-Louis Giraudoll. Bonjour citoyens. Bonjour les amis.
Alors Professeur. Jean-Louis Giraudoll, il vient d'être désigné donc PDG de Lazare France. Ouais. Et on voulait savoir d'où il vient, ce qu'il a fait comme études. S'il te plaît. Bah, devinez, il est ancien élève de l'ENA, Oh inspecteur des finances, L'école nationale administrative. l'école C'est ça nationale d'administration. D'administration, pardon. Et inspecteur des finances. Original comme parquet de banquier d'affaires. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est vraiment là, il sort de l'ordinaire, je trouve. C'est ça. Ouais. Il a été Son successif. salaire aussi, non Ça sort de l'ordinaire. Ouais. Il a été successivement adjoint au chef du bureau des banques publiques à la direction du Trésor. Ouais. Donc direction du Trésor classique pour un énarque, inspecteur des finances. De 98 à 2000, conseiller technique au cabinet de Laurent Fabius, au ministère de l'économie. De 2000 à 2002, il a été chef du bureau des marchés financiers à Bercy. Et enfin, ça c'est très intéressant, sous-directeur de l'Agence des participations de l'État, en charge du secteur des transports et des infrastructures, juste avant de rejoindre la banque. C'est-à-dire que quand même ce type est la Banque Lazare est conseiller de l'État pour les privatisations, Et ce type a été membre de l'Agence des participations de l'État. L'Agence de participation de l'État, c'est celle, par exemple, qui possède des actions Peugeot, Renault. Ouais. Elle a des banques d'affaires, par exemple dans la fusion FCA PSA, Fiat Chrysler Peugeot, l'État est conseillé par des banques d'affaires. Donc ce type. Enfin, pour la petite parenthèse, pour les personnes qui par exemple là rejoignent le live, essayent de comprendre qu'est-ce qui pourrait être un exemple de privatisation actuelle. On va voir. De projet de privatisation Là, il y a actuelle. déjà eu des privatisations. Il y a eu la Française des Jeux, là, qui vient d'avoir lieu. Ouais. Il va y avoir ADP. Voilà. Malheureusement, on ne va pas atteindre les 4 millions. Ouais. J'espère qu'on va atteindre les 1 million, au moins. Tout ça est relié finalement. Tout ça est relié. Mais je veux dire que dans la fusion PSA Peugeot, Fiat Chrysler, l'État est conseillé par des banques d'affaires. Et lui, l'agence de participation est conseillée. Et lui, il était dans l'agence de participation. D'accord. Les participations de l'État, exactement. Donc, là, je pense qu'il y a un conflit d'intérêts quand même. C'est ça. Très net. Il participe au démembrement de la France. C'est comme Ouais, ça que moi et je puis le traduirais. Oui, il connaît les types qui seront peut-être. Je pense pas que c'est que. C'est un potentiel énorme pour avoir des clients. Quoi. Bon, Ouais. tu vois, moi, je pense qu'il y a un conflit d'intérêts. Ah, ça c'est sûr. Alors, est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est que le conflit d'intérêts pour les personnes qui ne sauraient pas ce que ça veut dire? Un conflit d'intérêts, c'est-à-dire, je sais pas, tu as peut-être une définition, toi, qui est. Conflit d'intérêts. C'est quand tu fais partie de deux groupes et que, par exemple, imaginons que je vende des cigarettes et que je fasse partie d'un autre groupe qui serait en train de dénoncer l'effet néfaste des cigarettes. Je serais effectivement là, ou pareil pour les médicaments, je serais la personne la plus mal placée pour attaquer le lobby du tabac. Idem pour l'industrie pharmaceutique, quand on a des ministres qui sont issus de boîtes privées pharmaceutiques et qui se retrouvent ministres en charge de conflit d'intérêts. Effectivement, on ne peut pas attaquer l'autre. Voilà. Je dirais que c'est pareil pour la franc-maçonnerie. Quand on est franc-maçon et quand on est homme politique, on a deux allégeances et laquelle prime sur l'autre. Voilà. Rappelons que les francs-maçons, justement, jurent sur la mort. Enfin, le couteau sous la gorge de toujours choisir leur frère à tout le reste. Donc dans la politique, le bien commun, à partir de là, il y a un souci, quoi. Alors, on va peut-être parler de l'histoire de la banque Lazare, parce que c'est une banque bien particulière. C'est vraiment une banque franco-américaine. Au départ, en 1840, il y a deux jeunes Lorrains qui s'embarquent pour la Louisiane et qui vont ouvrir une mercerie à la Nouvelle-Orléans. Et au milieu du siècle, ils s'installent à San Francisco, attirés par la ruée vers l'or. Oui. Et en 1876, ils sont rejoints par leur cousin Alexandre
Veil. C'est important le nom des Veil parce que ça va. Hier. Alors hier c'est pas, non mais c'est W. Associé gestionnaire aussi, c'est ça? Ouais, alors ça on va en parler tout à l'heure. Une vingtaine, il me semble. Ouais, on va en parler tout à l'heure. Michel David Veil, exactement, qui a été qui est l'un des grands dirigeants de la banque. Il est rejoint donc par son cousin Alexandre Veil. Ils accumulent un capital qui leur permet en 1876 de créer la première banque privée internationale d'origine française. Alors, rappeler la date, pardon? 1876. Donc c'est une très très vieille structure. Parce qu'on dit souvent que le 1913, la création de la Fed marque l'hégémonie des banquiers, mais ça a commencé avant du coup. Bien sûr, bien sûr. Et alors, c'est une structure qui est basée à Paris, Londres, New York et San Francisco. Okay. Elle va avoir une place prépondérante dans le domaine des transferts d'or transatlantiques et vraiment devenir un trait d'union entre les milieux d'affaires européens et américains. Donc c'est vraiment une banque très à part. Et bon, ils ont joué un rôle majeur dans la bataille du franc de 1924. Oui, tu disais. J'allais dire, est-ce qu'ils ont été depuis toujours en challenge, on va dire, en opposition d'une certaine manière avec la banque Rothschild? Alors c'est ce que disait Wilson tout à l'heure, bien entendu. Moi, ce sont des banques rivales. Malgré qu'ils ont le même but au final, maintenir l'hégémonie de l'oligarchie, mais ils se tirent dans les pattes quand même. Voilà. Et alors, cette banque, l'histoire de cette banque s'étale sur 4 générations. C'est très, comme je le disais à l'instant, c'est une vieille institution. Ils ont croisé dans leur destin Proust, Lyoté, André Citroën. Et il y a un personnage très mécène et philanthrope, très connu, qui a été David Leveil. C'est une banque qui est caractérisée par la discrétion. Elle aime la discrétion. Mais comme toutes les banques d'affaires, je dirais, quand on regarde bien, on voit l'immeuble, il est très discret. C'est ça. Ah oui, il n'est pas entretenu volontairement, peut-être, pour se fondre dans la masse. Il n'y a pas de titre. Il n'y a rien. Il n'y a pas Banque Lazare, comme Rothschild. C'est comme Rothschild, comme la JP Morgan, c'est exactement la même chose. Il y a un tout petit écriteau devant. Je vais juste faire l'aller-retour. Ouais, mais toutes les grandes, Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Ah si, sur les vitres. Un bel et bien façonné, Bernard Arnault et François Pinault. Complètement. C'est ce qu'il dit lui-même. Hein. Bernard Arnault, aujourd'hui, première fortune mondiale. Mondiale, hein. Devant Jeff Bezos. Hein. C'est l'œuvre d'Antoine Bernard. Et donc le banquier de Lazare. Et encore une fois, c'est toujours les banquiers. Le banquier façonne l'oligarque. Le banquier est toujours à côté de l'oligarque. Tu vois, preuve en est Attali qui est un financier. Planète Finance, chuchoteur des présidents. Et on a toujours ce conseil oligarchique. C'est extraordinaire. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas la richesse, en fait, les amis, qui comptent dans l'oligarchie, c'est la capacité d'influence. La richesse ne suffit pas, il faut avoir aussi la capacité d'influence et les réseaux. La capacité à palper des richesses. Voilà. Et il disait d'ailleurs Antoine Bernard, on va en parler peut-être tout à l'heure. Oui, on va le dire à l'intérieur. Et Antoine Bernard, il disait « Je suis une légende ». C'est lui-même pris pour une légende. Donc, oui, c'est la suite après. Bon, allons-y. On va donc accueillir comme il se doit M. Girodol, t'en as parlé, non? Oui, j'en ai parlé. M. Girodol, allez. Le seul écriteau est devant nous en mode tout seul. Bonjour. De manière symbolique. Pardonne-moi. Monsieur Girodol. Tout nouveau gérant associé qui remplace Monsieur Pigasse. Est-ce qu'on pourrait avoir au moins un mail, quelque chose pour prendre rendez-vous? Au moins lui souhaiter la bienvenue. Ouais. Alors comment fait-on? Quelle est la démarche à suivre? La démarche à suivre. J'ai pas de démarche à vous donner.
Non, ni mail, ni adresse, ni courrier, ni rien. Donc en fait, M. Girondol est inaccessible. C'est ça? Il n'est pas inaccessible, mais je ne peux pas vous donner ses coordonnées comme ça. Il faut demander à Élise Lucet. Comment? Il faut demander à Élise Lucet, non? J'ai une proposition, puisque Lazare est spécialisé dans la fusion-acquisition. On veut fusionner la Banque de France avec le peuple français. Donc nous sommes clients. On veut faire de la Banque de France une banque publique. Après, c'est pas avec moi Nous qu'il voulons faut voir fusionner ça. le peuple français avec la Banque de France. C'est pas On veut avec une moi qu'il faut voir ça. fusion-acquisition, nous avons un dossier à déposer. Comment faut-il faire? C'est pas avec moi qu'il faut voir ça. Le problème, c'est qu'avec Mathieu, c'était la même chose. Mathieu Pigasse. C'est inaccessible. Pas de mail, pas d'adresse, rien. En fait, strictement rien. Mais en même temps, c'est privé, on comprend tout à fait. Voilà, c'est pas. On avait une question. On dit nos siècles en fait. Un peu de gueux, parce que nous, on est un peu bêtes et méchants. On sait que vous êtes là parce qu'il y a Google Maps qui nous a aidés. Si, bêtes et méchants. Désolé. Enfin, bon, parce que c'est pas marqué Banque Plaza. Oui, voilà. Parce que quand, je sais pas, on cherche BNP Paribas à Paris, on voit BNP Paribas. Là, c'est le point commun entre des banques comme JP Morgan ou Lazare, etc. Il faut rentrer dedans pour voir. Ah, tiens, en fait, c'est une banque. Il n'y a pas d'affiche, il n'y a pas de. C'est privé. C'est voulu, cette discrétion. Ça, je sais pas. Moi, je n'ai pas de réponse à donner à ce genre de questions. Je peux pas. On pourrait voir Charles-Henri Philippi, sinon. Les gens sont furieux derrière les vitres. Si, monsieur Philippi. François Caillan. Un ancien de chez HSBC. On l'a vu en plus, je crois, Charles-Henri Philippi passer tout à l'heure. Peut-être, je ne suis pas au courant de toutes les personnes. Même ça, donc en fait, on n'a aucun moyen possible de contact avec la direction de la Banque Lazare. Aucun. Vous êtes agent de sécurité, monsieur? Oui. Vous êtes le seul interlocuteur avec lequel on peut parler? Il n'y a personne d'autre actuellement? Oui. Et M. Kayat, on pourrait lui parler, M. Kayat? Monsieur Kayat, non, je ne sais pas. Moi, j'ai entendu. Alors, je me prononce. C'est interdit. C'est interdit, non, ça veut dire qu'on peut patienter en attendant d'avoir un autre interlocuteur. Est-ce qu'on pourrait avoir un interlocuteur, parce que vous êtes là pour leur demander? En charge de la communication, comme c'est relatif à la presse par exemple. Ouais. J'ai aucune réponse à vous donner là-dessus. Bon, on va patienter. Pouvez-vous vous renseigner? Parce qu'on sait que vous n'êtes pas là pour nous donner des réponses, on a bien surpris. Non, mais on pourrait avoir quelqu'un qui peut nous renseigner. On vous attend, il n'y a pas de souci. Attends. Brouilleur. Oui, On a des brouilleurs. Ah oui, Comme ça. On a des brouilleurs. Faites attention derrière vous, il y a quelqu'un qui va sortir. Faut laisser le passage. Donc je précise que en fait, le seul moyen de savoir qu'on est à la Banque Lazare, il est là. Par contre, vraiment, moi je filme pas les personnes. Par contre, vraiment, s'il y a une personne qui, par exemple, qui donne une réponse à tout ce qui est presse, etc., et qui peut juste nous informer, ne serait-ce que par mail, pour nous dire qu'effectivement, il n'y a pas de possibilité directe d'avoir ce contact, ce serait sympathique. Voilà. Je fais passer le mot, ça n'y a pas de problème. Si quelqu'un peut nous donner, ne serait-ce qu'une petite adresse mail. Ouais, voilà. Ne serait-ce qu'une petite adresse mail, même si c'est pas l'adresse mail directe, quoi. Ce serait gentil. Fais passer le mot. C'est gentil. Bon, merci. Une du petite coup, anecdote drôle, c'est que les gens qui voulaient sortir ne pouvaient plus sortir parce qu'ils avaient bloqué les portes. Ah oui, Mais on est bêtes et méchants. là t'es méchant comme Faut disait, pas faire ça, hein, tu fais comme Fort disait Boyard, là. le journal de je ne sais plus qui, là, grand journal satirique à l'ancienne. Le canard? Non, Choron. Bête et méchant. T'es un petit peu le nouveau Choron. Ah oui, oui. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, comme information relative à cette banque? Bah, par rapport à ce qui a déjà été dit. Attends, je vais me décaler, pardon. Ouais. Pour laisser le Par passage rapport à tout derrière. ce qui a été dit, pas mal de choses, mais donc je ne vais pas redire, mais non, il faut insister sur un point quand Sirius dit que c'est une banque oligarchique, et donc déjà il y a une dimension mondiale, un réseau mondial. Il faut savoir qu'effectivement c'est une banque qui a 150 ans d'histoire et elle s'est fait connaître en spéculant sur le marché de l'or entre les États-Unis et la France. Et là, il faut rentrer dans une subtilité d'arnaque financière. Il y a eu deux périodes dans le système de l'or dans le monde. Il y a une première période, c'était le système à étalon or,
Et il y a une deuxième période d'un système à référence or. Aujourd'hui, on en a autre chose, ça s'appelle la loi de la jungle. Mais l'étalon or, c'était au 19e siècle en gros, un peu partout dans le monde occidental ou dans le monde. Ça correspond à quoi? Justement, c'était l'idée de dire on ne pouvait pas avoir plus de billets de banque en circulation que d'or contenu dans les coffres des banques. D'accord. Donc maintenant, je reviens sur Lazare Frères, pionnier dans le marché de l'or entre les États-Unis et la France. Donc ils étaient dans une situation extrêmement intéressante dans ce système d'étalons or, puisque les gens les banques qui voulaient prêter plus d'argent avaient besoin d'avoir en proportion plus d'or dans leur coffre. Donc ils devaient acheter de l'or. C'était un marché extrêmement fructueux, extrêmement juteux. Et ceux qui étaient au cœur de ça, c'était Lazare Frères, les Alsaciens qui ont émigré aux États-Unis. Après, il y a eu le système à référence or, ça c'est après 1945, après-guerre. Okay. Là, c'est qu'on pouvait Qu'est-ce qui fait que ça a changé justement? Ben justement, différents hommes politiques, femmes politiques qui sont des fois longs à la détente, mais pas trop cons quand même au bout d'un moment, avaient compris que ça empêchait de développer l'économie, puisque à un moment donné, si vous voulez investir dans quelque chose de nouveau, un pont, un barrage, n'importe quoi, vous devez avoir l'équivalent or dans votre banque, donc c'est extrêmement rigide. Donc ils ont fait un truc plus flexible, référence or. Vous devez avoir de l'or dans votre banque dans une certaine proportion. Mais ce alors, qui était, donc c'est un peu plus flexible que étalon or où c'était le même niveau d'or, même niveau de billet. Définition. Bah, c'est tout par exemple, vous devez, si vous émettez 100 billets, vous devez avoir l'équivalent de ces 100 billets qui valent tant, 10% en or. Alors qu'avant c'était 100 billets, 100 en or. Pareil, tac tac tac. Donc plus flexible. Mais ce qui devenait intéressant en 1945, c'est ceux qui définissaient cette proportion n'étaient pas les banques privées, mais les États, par accord. Il y a une première étape, 1971, ce n'est plus les États, mais c'est les banques privées qui définissent les taux. Et enfin, deuxième étape, il n'y a plus de taux. Voilà, on fait ce qu'on veut, peu importe, même si on n'a pas d'or, c'est pas grave, on continue à émettre des billets parce que nous, on est les banques privées. Okay. Mais, donc ça, c'était il y a 150 ans, mais au jour d'aujourd'hui, actuellement, ça se dit pas au jour d'aujourd'hui, actuellement, la banque Lazare est très connue dans les fusions-acquisitions. Et c'est là qu'on est dans une banque mondialiste et oligarchique, on est au cœur du truc. Fusion-acquisition, c'est une entreprise qui va acheter ou manger une autre entreprise. Elle va faire une opération en bourse, hostile ou pas hostile, contre cette entreprise. Il va y avoir des transactions financières importantes. Et Lazare Frères va être au cœur de ça en fait. Et cette fusion-acquisition, c'est là la pensée oligarchique, parce que le but c'est d'avoir un monopole sur tel ou tel secteur où on définit les prix. Et c'est ce qui se passe dans notre économie, c'est que de plus en plus on détruit le service public, mais à côté dans le privé vous avez des monopoles, des mastodontes. C'est exactement la même logique dans les années 30. Vous avez un mastodonte dans le chimie, un mastodonte dans le pétrole, un mastodonte... Et donc en fait ils se bouffent entre eux, c'est les guerres oligarchiques. Le but c'est d'être le seul, l'unique. Donc, et ça, Lazare Frères est au cœur de ça, c'est-à-dire que non seulement c'est leur politique, mais c'est l'outil par lequel l'oligarchie, et eux-mêmes sont des oligarques, en fait font ces fusions-acquisitions. Donc on est vraiment au cœur d'une pensée mondialiste, d'une pensée oligarchique. Parce que c'est l'idée que les petits producteurs, les petits patrons, ça n'existe plus dans ce monde-là en fait. Vous êtes tous salariés d'un grand groupe qui a le monopole sur telle ou telle production. Voilà. Bah, du coup, et Lazare Frères est au milieu de ça. J'ai une question commune que je vous pose à tous. Du coup, si on arrivait à avoir le contact de ce nouveau président, si on arrivait à le rencontrer, qu'est-ce que vous souhaiteriez lui dire? Monsieur Girandol? Ouais. Déjà avec Dessy, on refait le monde. Bon, c'est ça. Je t'écoute. Non mais vas-y. Non mais j'avais juste... Non mais monsieur Girandol, c'est simple, monsieur Girandol. Puisque vous accédez au rang d'une banque oligarchique, en tant que valet servile, j'imagine que vous avez un plan de carrière, vous voulez devenir oligarque, il faudra aller bouffer dans l'entre-soi. Que faites-vous des millions de Français qui sont tributaires de la dette? Et dans la dette, vous, Banque Lazare, vous faites partie des 18 commanditaires du marché primaire boursier. Vous en faites partie, avant 2014, peut-être plus maintenant. Le marché primaire boursier? En fait, il y a 18 banques qui sont mandatées par l'agence France Trésor pour préparer la vente de titres de la dette. C'est eux qui s'occupent de la vente en fait à d'autres prestataires. Même moi, tu vois, j'ai du mal encore s'il y a marché primaire, marché secondaire. Eux, ils arrivent, voilà, vous êtes les 18 banques, vous vous occupez des titres de la dette. Alors, qu'est-ce que c'est le titre de la dette? Le titre de la dette, ça va être
j'ai une dette contractée par les hôpitaux, une dette contractée par telle institution, une dette par le gouvernement parce qu'il veut relancer la recherche. Il y a de tout, il y a vraiment de tout. Et toute cette dette-là, en fait, on les partitionne et on les fait passer par le marché primaire. Les banques les revendent à d'autres, à des fonds de pension, à BlackRock, à je sais pas moi, à un État souverain. On sait que le Japon possède de la dette. On peut prendre un exemple vachement simple, c'est que donc moi je suis un État, donc j'ai besoin de fonds, donc j'émets un titre de dette, donc une obligation, un bout de papier qui dit que je reconnais que je vous dois de l'argent à vous, monsieur le banquier, donc tu as le rôle du banquier. Donc je te dois de l'argent, donc toi tu as une reconnaissance de dette, l'État me doit tant. Bah, cette reconnaissance de dette, vu que je suis un État et que je suis sérieux et que je vais te rembourser, voir que tu as pris une assurance pour t'assurer que je te rembourse si jamais j'ai un problème, bah, ce titre tu fais comme si c'était de l'argent que tu avais dans ta poche comme un billet de banque. Et tu vas sur le marché secondaire avec cet argent-là pour le prêter à un autre ou pour spéculer avec. Bah, c'est vraiment... ça peut paraître bizarre, mais c'est en gros, on a un bout de papier qu'on considère comme un billet de banque. Exactement. Donc en fait, il y a une deuxième vie dans cet argent. On recycle la merde. Ça, c'est exceptionnel. Spéculer sur une dette, ça s'est jamais vu dans l'histoire. C'est vraiment dans l'ère moderne où on s'amuse on rachète de la dette, on la revend à un taux supérieur, donc l'usure encore une fois présent, et on présente ça comme étant la modernité, comme étant le poumon de l'économie mondiale. C'est extraordinaire quand même. Et Lazare en fait partie. Le vrai principe de l'anti-usure, c'est je prête de l'argent à quelqu'un, mais ce quelqu'un avec cet argent, ça va lui permettre de faire quelque chose. Et ce qui va lui permettre de faire quelque chose dans le futur va être un bienfait pour la société, pour lui, sa famille, la société et pour moi. C'est un bien-être général. Ça, c'est le principe de la non-usure. Je te prête donc sans taux d'intérêt ou alors à un taux d'intérêt vraiment très minime lié à des frais réels, mais qui ne te mettent pas dans la merde. L'idée, c'est je te prête pour te permettre de, je sais pas, acquérir un outil, une voiture pour aller au bout, quelque chose quoi. Le principe de l'usure, c'est de dire, au contraire, je te prête de l'argent et je fais comme si cet argent, alors que tu ne m'as pas encore remboursé à des taux d'intérêt usuraires, je fais comme si cet argent était déjà là et moi je continue à spéculer et des fois je spécule même contre toi. Voilà, c'est exactement ça. Là, tu as donné la bonne définition. Et, donc, fou, hein. et Lazare fait partie de ce bordel. Voilà, fait partie de ce bordel. Ils sont les leaders ou parmi les top 5. En France sont les leaders, clairement, même devant Rothschild. Exactement. Mais ouais, voilà, donc voilà les amis, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ça qu'on veut vous montrer. Les gilets jaunes doivent avoir des revendications claires. Et parmi les revendications claires, il faut d'abord connaître l'ennemi qui a foutu cette merde dans notre pays. Et cette merde, c'est l'oligarchie. Et à la tête de l'oligarchie, il y a ces banquiers internationaux qui ont des sièges et des représentations en France, à Paris, évidemment sans nom, sans rien, caché, camouflé. Et c'est ces gens-là qu'il faut viser dans les manifs, les amis. Plutôt que de faire de République à Bastille, venez devant ces groupes-là. Venez devant la banque Rothschild, venez devant la banque Lazare. C'est à eux qu'il faut demander des comptes. C'est devant eux que l'État se couche. C'est devant eux que les gouvernements légitimes ou pas se couchent. Bon, le nôtre n'est pas légitime, mais il s'est couché devant eux. Voilà. Et donc, on cible vraiment le cœur nucléaire du problème. Et la banque Lazare en fait partie. Donc les Mathieu Pigasse, etc., ces gens-là dans la France future, évidemment, commission d'enquête et tribunal populaire. Ça va de soi. Mais du coup, à part Lazare Frères, quel autre exemple? La banque Rothschild, la banque JP Morgan sur Paris, qui sont de très bons exemples justement parce que c'est toujours les mêmes bâtiments, haussmanniens, aucune affiche devant. BlackRock en est un exemple aussi. La Bank of America avec Bernard Mourad en est un exemple aussi. Il n'y a rien. Goldman Sachs. La Goldman Sachs. La Goldman Sachs, c'est un peu différent. C'est pas haussmannien. La Goldman Sachs, c'est un peu moderne, tu vois. Et surtout, ils partagent avec Score, avec la société Score. Score qui est détenu par Denis Kessler, qui est lui-même un des présidents du groupe Le Siècle. Voilà, un des anciens présidents du siècle. C'est magnifique. Hein. Non, voilà, il faut que nos camarades Gilets jaunes puissent comprendre vraiment l'ampleur du problème et que les revendications maintenant doivent se porter sur des choses qui doivent changer, qui doivent faire en fait que la France change de paradigme. Et pour changer de paradigme... Qu'est-ce que c'est paradigme? Le paradigme, c'est changer un État, changer une société. Là, je caricature au niveau des Gilets jaunes. Il faut changer une société, il faut changer de système, il faut changer en profondeur. En profondeur. Le paradigme aujourd'hui, c'est le capitalisme financier qui dirige la planète par l'oligarchie. Nous, on veut venir à une économie juste humaine et surtout sans usure. Voilà. Et là, on replace l'humain au centre. Aujourd'hui, c'est pas l'humain qui est au centre, c'est l'humain en tant que machine, en tant que mouton, en tant que bête sauvage. J'irai en tant que machine, parce que là, c'est le transhumanisme. Tâcheron, moi j'aime bien tâcheron. Voilà. D'ailleurs, ces banquiers et ces oligarques,
la finalité de tout ça, c'est le transhumanisme. Oui. C'est-à-dire faire en sorte que l'homme, en fait, n'est plus considéré comme un homme dans sa transcendance, sa spiritualité, son être, mais plutôt comme quelque chose d'utile, une machine-outil, tu vois, et qui va être connecté en permanence, qui va être un membre d'un village mondial, tu vois, mais sans âme. Tu vois, sans âme, sans... Voilà, c'est vers ça qu'on va, et ces gens-là veulent ça. D'ailleurs, Laurent Alexandre, que vous avez peut-être croisé hier au dîner du siècle, c'est le chantre du transhumanisme. Et ces gens-là sont tous assujettis aux banquiers internationaux. Le cœur du problème, il est là, les amis. Donc on en fera d'autres, hein, de toute façon, mais comme dirait l'autre, les possédants sont toujours possédés par ce qu'ils possèdent. C'est ça. Oh, ça c'est beau, ça. Voilà. Alors, la question qui était posée, pourquoi il n'y a pas plus de résistants en 1940 ? La réponse, c'est que les possédants sont toujours possédés par ceux qu'ils possèdent. Voilà. Donc ceux qui sont venus à la résistance, c'était des gueux et des gens qui étaient prêts à perdre le peu qu'ils avaient pour quelque chose de C'est supérieur. bien que tu parles de cette période, parce que là je pense au CNR. Oui, le Conseil national de Mais résistance. je pense aussi à autre chose. Adolf Hitler, pour monter au pouvoir, les bolcheviks pour arriver au pouvoir comme ils l'ont fait. Il n'y a pas une petite patte de Wall Street ou de la City derrière par hasard? Complètement. Et maintenant, autant avant c'était dans la dissidence, autant c'est documenté parce que les historiens ont fait leur travail depuis les années 2010. Ils ont fait un travail d'archives qui est sorti. Mais en gros, ce qu'on peut le poser de forme de paradoxe, c'est qu'en 1932, le parti nazi et le NSDAP est en faillite financière. Il n'y a pas beaucoup de moyens. Or, l'année prochaine, l'année suivante, en 1933, il y a une grande élection à la chancellerie. Il faut des moyens pour la propagande, pour les affiches, pour les militants, etc. Et ils sont en faillite. Paradoxalement, un an après, ils vont faire une grande campagne en Allemagne, etc. Et ils sont ceux qui vont dépenser le plus de fric. Alors qu'ils étaient en faillite un an avant. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Quid. Et en fait, c'est là que quand on cherche, on trouve en fait un certain nombre de banques, d'industriels, américains, anglais, français, allemands, qui ont financé... Prescott Bush. Alors lui, il était à la tête d'une banque qui s'appelait la Garrison et compagnie. Donc c'était Monsieur Garrison qui dirigeait ça. Et la branche européenne était dirigée par George Prescott Bush, le grand-père de George W. Bush. Le père de George Bush. Et lui, un peu la famille. Voilà. Et on connaît cette histoire-là parce qu'il a été condamné devant le Congrès américain pour financement de l'ennemi. Parce qu'au bout d'un moment, les nazis, c'était les ennemis officiels. L'Allemagne était en guerre avec les États-Unis. Et il a continué à financer au-delà de 1941. Et donc, forcément, il a été condamné pour ça. Et donc, le Congrès américain, c'est devant le Congrès américain qu'il a été condamné. Donc, c'est pour ça que c'est connu, cette histoire-là. En tout cas, à l'époque. Henry Ford aussi. Oui, tout à fait, ouais. Donc, au niveau logistique, mais financier, ça, c'est plus dur à trouver. Bah, ouais. C'est très compliqué parce que... Anthony Sutton, le livre d'Anthony Sutton, Wall Street et Hitler, Anthony Sutton rapporte des pièces d'archives où tu vois le rôle de Ford. Notamment par rapport à la livraison de camions, etc. Ah oui, non, Ford, c'est assez énorme. Son parti lui, il était pour le plutôt nazisme. à fond dans l'idéologie. Ah oui, totalement. Mais bon, ces gens-là sont abonnés absents à Nuremberg. Wall Street, la famille Warburg qui a joué un rôle, Rockefeller qui a joué un rôle, les Rothschild ont joué un rôle avec la Citigroup, la Chase Manhattan Bank, etc. Tous ces gens-là, il n'y a plus personne à Nuremberg. C'est Rothschild Angleterre qui a plus joué un rôle que Rothschild français. Et d'ailleurs, j'insiste sur ça parce que Lazare Frères, c'est pas Lazare Frères France qui est la maison mère, mais Lazare Frères, filiale anglaise, qui a joué les intermédiaires pour le financement entre la banque Worms, qui était une banque catholique, synarchique, oligarchique anglaise, et le NSDAP, le parti nazi. Alors c'est quoi synarchique, pardon? Alors là, ça c'est un sujet qui mériterait un live. Voilà. En gros, pour la suite au prochain épisode. Non, la synarchie, rapidement, en une ligne, c'est l'ancêtre de l'oligarchie actuelle. Ouais. D'accord. Voilà. 200 familles qui contrôlent la Banque de France. Ouais, plus aristocrates, mais pas que. Dedans, c'est comme il a dit Yannick, c'est des industriels, des financiers, et tous liés au groupe Worms, justement, à la fameuse banque Worms. Et sur le régime nazi aussi, si tu peux nous parler, parce que au-delà des noms et des banques qui ont pu être derrière, il y a aussi le mécanisme de la planche à billets. Tu parles par rapport au remboursement de la dette de l'Allemagne de faire tourner la planche à billets en elle-même, que ça a propulsé justement les extrêmes au pouvoir, et qu'aujourd'hui on est un peu à l'apogée de la planche à billets dans le système tel qu'il est. Donc quelles sont les conséquences Il y a deux choses. D'abord, il y a le krach financier qui fait qu'il y a un désespoir dans les peuples. Mais on assassine des gens intelligents. En Allemagne, il y avait des gens qui proposaient le plan Lautenbach. Ces gens-là étaient assassinés, des économistes, des universitaires. Et on a promu médiatiquement, dans les médias de l'époque, sur le terrain, Adolf Hitler, on vient de le montrer.
Mais il y a une deuxième chose, c'est qu'on use et on abuse des crises financières pour imposer des politiques. Déjà à l'époque, c'est comme aujourd'hui. Et donc les fameux plans de financement, parce que l'Allemagne, ayant perdu la Première Guerre mondiale, doit rembourser une dette de guerre. Et il y a plusieurs plans de restructuration de cette dette, mais c'est toujours en défaveur du peuple allemand, bien sûr, et pour pousser une certaine politique. Celle de Hjalmar-Schacht avant Adolf Hitler et celle de Hjalmar-Schacht après Adolf Hitler. C'est-à-dire que c'était le ministre de l'économie d'Adolf Hitler, ça n'a pas changé. Et il faut dire que jusqu'en 1944, c'est quand même très long, le parti nazi, qui était au pouvoir, parti unique, payait la dette aux banquiers internationaux. Ça, c'est une constante. Sous la République allemande, comme sous le parti nazi, on paye sa dette. C'est une constante. Bah, vu qu'ils financent les deux camps, forcément... Voilà, c'est ça. Mais où c'est complexe cette période-là, c'est qu'aux États-Unis, vous avez déjà un État dans l'État. Vous avez d'un côté une partie de l'administration Roosevelt qui envoie des armes à Staline par l'Est de la Russie pour contrer le parti nazi, pendant qu'une partie de son administration, comme Ford, comme le père de Kennedy à l'époque, qui sont un agent de Wall Street, finance l'autre camp. C'est très compliqué, hein. C'est un État dans l'État. Voilà, des rivalités oligarchiques. Voilà. C'est ce qui permet de comprendre le paysage français oligarchique. Oui. Parce que là, tout à l'heure, on parlait de Mathieu Pigasse. Mathieu Pigasse était en rivalité avec Emmanuel Macron. Ouais. Comme on l'a dit, Mathieu Pigasse voulait se lancer en politique. Ça, personne ne le savait. Ouais. Il voulait lancer le mouvement le premier jour. Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron, dirigé aussi par Attali et Minc, en gros, il préparait les deux poulains. Et c'est la banque Rothschild et la banque Lazare, encore une fois, qui s'affrontaient pour qui va être le poulain. L'un et l'autre voulaient lancer un mouvement qui va complètement changer le paysage politique français. Exact. Et c'est Macron qui a gagné, sur Mathieu Pigasse. Ouais. Un banquier contre un autre banquier. C'est ça, exactement. Voilà pourquoi on parle tellement des banquiers, les amis. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'en sortir en tant que peuple si on n'a pas un principe de ce qu'on veut. Le principe, c'est Banque de France nationalisée dans les mains du peuple. Exactement. Tout le reste n'est que secondaire. À partir du moment où on a ce principe, on ne se fait pas avoir par les différentes branches de l'oligarchie, les différents arguments contre arguments. On a le principe. Et pourquoi voilà. Ben, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, parce que c'est complexe en fait. C'est complexe comment fonctionne le système financier. Ils ne sont pas d'accord entre eux, ils se bouffent entre eux, ils se bataillent entre eux, etc. Salut. Et alors, ça va? Si on est jusqu'au boutiste comme certains et qu'on dit à bas l'argent. Si on va au bout du bout. Revenons au troc. Alors revenons, j'en sais rien, à discuter. Mais est-ce qu'en disant on voudrait que la Banque de France soit renationalisée, est-ce qu'on n'est pas encore en train de composer qu'un système? Est-ce qu'il est vraiment recomposable ce système? Si on donne la création monétaire au peuple, on donne à ceux qui produisent la richesse, c'est eux qui décident du jour au lendemain où on investit pour le futur. Donc là c'est anti-système. Parce que si on fait un mode de troc où c'est le coquillage qui est valable, il y aura toujours un oligarque pour s'accaparer tous les coquillages, la plage du coin, et s'accaparer tous les coquillages, on retrouve dans le même système. Non mais moi je ne dis pas que j'ai la solution, hein. Je dis juste qu'il y en a certains qui disent allons jusqu'au bout du geste et disons pas à bas les banques mais à bas l'argent. Ouais. Non, à bas le système actuel. L'argent c'est où il va qui détermine en fait son utilité. Après, et le problème c'est que c'est pas le peuple qui décide aujourd'hui. Après l'argent devrait être effectivement un moyen d'échange, or c'est devenu une marchandise. Est-ce que c'est pas ça le problème? Oui, bah, voilà, par exemple. Tout à fait. C'est une très bonne question. La nationalisation de la Banque de France. Pourquoi? Alors pourquoi je vous laisse répondre avec les autres constituants parce que moi j'ai plus le temps, je dois partir. Par contre, juste avant, je voudrais remettre cette photocopie d'un article de Marianne Rudy à Wilson. Ah bah c'est parce ton que honneur. Il y a même des gens, alors c'est un article modéré, mais il y a des gens qui critiquent ce monsieur, Rudi Reichstag, en disant qu'il ne fait pas du bon boulot. Parce que ce qu'on vient de faire, les amis, ça s'appelle du conspirationnisme. Conspiration, non, du conspiro, comploto, fasciso, mégalo, reptilianisme, irrationaux, non conventionnels. On termine par confusionnisme. Donc il y a plusieurs choses, mais entre autres, si tu veux lire de 12 ans plus tard jusqu'à métier, à nos amis, je crois que ça va être absolument clair. Voilà. Alors pour les personnes qui ne sauraient pas qui est cette personne, il faut expliquer. Ah, Rudi Reichstedt. À bientôt les amis, et merci. Rudi Reichstedt, les amis, Rudi Reichstedt en fait c'est l'anti-complotiste du système. C'est tout simplement un individu, je peux même pas appeler ça un individu, voilà, on va dire ça comme ça. Un individu en fait qui a monté les marches de l'agent d'influence de l'exécutant du Valais Serville très rapidement.
qui vient du monde de l'entre-soi oligarchique, qui est adulé par Caroline Forest et tous les réseaux anti-complotistes officiels. Et Rudi Reichstadt, il a une particularité, c'est qu'il a fondé un site qui s'appelle Conspiracy Watch, où il nous traque tout ça. Nous, on est dedans, Panamza est dedans, Soral est dedans. Enfin, là, il met vraiment toute la sphère dite complotiste. Alors que nous, pour nous, c'est chercher la vérité, c'est chercher les faits, comme ça qu'on dit. Bon, si nous appelle complotiste, nous on l'assume. Hein. Moi, j'assume totalement. Fier de l'être. D'ailleurs, Rudy, merci à toi pour ton article. Tu nous as fait de la pub. On t'aime, Rudy. Voilà, on t'adore. Rudy, bon, le problème, c'est que Rudy, tu es financé par David de Rothschild. Oh C'est moche. Financé par David de Rothschild, soutenu par des fondations pro-européistes et surtout l'aura de Caroline Forest. Ça, j'adore. Ça, voilà. On est dans le total. Voilà, les amis, Rudi Reichstadt, c'est tout simplement quelqu'un qui va vous traquer si vous avez des idées, évidemment, qui sortent de la normalité. Nos idées sortant de la normalité, puisque nous, on veut sortir et s'émanciper de la masse mouton. Un Rudi Reichstadt, son rôle sera de te traquer, clairement. Mais c'est pas grave, nous aussi, on va le traquer. Donc, bah, Rudy, voilà, c'est-à-dire que même les anticomplotistes qui nous détestent, même eux te renient maintenant. Tu vois, Rudy, regarde, c'est chez Marianne en plus. Hein. Alors, Marianne qui appartient à monsieur de Chaise-Martin, un oligarque, au passage. Monsieur Marianne, très souvent. Il appartient au milliardaire tchèque. Ah, ça y est, il l'a revendu. Oui. Oh, ça va très vite. Hein. Donc, il a été revendu à Kretinsky. Voilà. Oh, bah, non, parce que Marianne, c'est censé être du gauchisme. C'est quoi Marianne, c'est censé être de la, soi-disant, quelque chose de bon. On brosse un peu dans le sens du poil, je sais pas. Hein, Ils sont assez sympas voilà. sur les gilets jaunes à un moment. Oui, mais ils sont toujours sympas avec nous. Si on parle que du frigo, il n'y a pas de problème. Sauf que quand on parle oligarchie, donc voilà les amis, donc Rudy, si tu nous regardes, parce que je sais que tu nous regardes, parce qu'apparemment tu nous observes assez souvent, donc t'as pas de chance, nous aussi on va être sur tes côtes, regarde. Même eux ils te détestent, même eux ils te renient. Ça vous gêne pas si je lis, moi? Ça, j'informe les gens. À la rigueur, Rudy il va bosser pour Lazare, ça peut pour te recycler, tu vois. Bon, c'est intéressant, alors on vous dit les références les amis, donc c'est sur Marianne. Et c'est le Marianne du 22 au 28 novembre 2019. Voilà. Hop là. Page 48. Voilà. Alors, dois-je rappeler aussi qu'il a bossé pour Valls apparemment dans le passé. Hein. Ah, ouais, il faut le rappeler. C'est terrible. Pour Manu. Bon, quand tu bosses pour Manu, en général, recycle-toi, va travailler à Disney. C'est mieux. quand même. Franchement. Comme mec Quand même, autoritaire, il n'y a merde. pas pire. Quoi. Donc voilà, c'était un petit aparté en attendant qu'on retourne à l'intérieur. Mais c'est vrai que ça faisait du bien. Moi, je voulais faire un petit aparté. Ouais. Faire un petit dessin que j'aime bien, un petit graphique. Je t'en prie. Je le mets là. Alors, un petit graphique qui nous explique qu'en fait, il y a deux types de capitalisme. D'accord. Donc, il y a le capitalisme industriel. Ouais. Voilà. Bon, évidemment, il est critiquable, mais il a comme qualité d'être enraciné, de produire des richesses dans le réel et de prendre des risques, d'investir, de réinvestir de l'argent. Ouais. Bon, donc on voit qu'il a une courbe, bon, c'est sur une tranche donnée, ça va de... J'arrive pas à lire, j'ai pas mes lunettes. 1880... Non, 1870. 1870 à 1945, c'est ça? Bon. Là, c'est 1918. Ah, 1918, ok. Bon, donc avec une courbe, effectivement, qui monte, mais après qui stagne. Il y a un autre capitalisme qu'il faut totalement différencier. Donc, la courbe, c'est celle qui est en pointillé. Et qui est, voilà, donc c'est celui-là, qui est apatride. Donc il n'est pas enraciné, il est apatride. Et il vient bouffer tout le reste sans produire aucune richesse. Et il vient manger, même le capitalisme financier se fait manger par ce capitalisme financier, mange le capitalisme industriel. Donc c'est important de distinguer les deux et de ne pas les mettre dans le même sac, parce qu'en réalité, l'un dévore l'autre. Il dévore tout sur son passage. Ouais. Et je ne sais pas si vous voyez, mais alors la courbe, elle commence doucement, et après elle part vers l'infini, elle ne s'arrête jamais. Alors vous imaginez que si déjà en 1918 on est là en 2019 on est très au-dessus du bouquin, on est tout là-haut. Hein. Voilà. Bon, petite précision sur les deux sortes du capitalisme, ne pas les confondre. Merci. Bah, du coup, je me suis permise de poser la question à l'intérieur pour avoir le contact éventuellement de la personne responsable de la relation de presse. Bon, On va y retourner. Allez, on y retourne. Et il ne faut pas oublier que dans l'histoire, il y a un certain Ezra Pound qu'on a envoyé en hôpital psychiatrique pour avoir osé dénoncer le système de l'usure. Hein. Ça peut coûter très cher. Hein.
on est au cœur du nucléaire des choses. D'accord. Il va revenir. Ah bah c'est peut-être cette dame. C'est peut-être cette dame. La patience est une vertu. Bonjour. Je vais juste à l'extérieur, s'il vous plaît, Votre collègue devait revenir pour nous donner une réponse. C'est pour ça qu'on... Quel collègue? Votre collègue de la sécurité. Un jeune homme qui était là il y a moins d'un quart d'heure. C'est ce qu'il nous a dit. Il y a Rémi devait revenir. C'est bon? Il arrive? C'est bon. C'est bon, il n'est pas très clair. Apparemment, il arrive. Oui, on ne se permettrait pas autrement. Oui, non, c'est juste pour savoir. Il y a Ça va. aucun problème. C'est juste pour savoir. Comme on attendait, c'est pour ça. Ouais, non, pas de soucis. D'accord, bon, donc du coup on attend et puis... Oui, s'il vous plaît, je vous appelle. Hein? Bah oui. Très bien. On attend qu'il revienne, le monsieur. Oh, ne vous inquiétez pas, merci. Merci à vous, monsieur. Ah bah vous êtes là. On demandait après vous. Bah votre collègue il pensait. J'ai pas réussi à avoir de contact du tout là pour l'instant. Pour Rien. l'instant, je peux vraiment rien vous dire. Donc ni pour M. Giraudoll, ni pour un DRH, je sais pas, quelqu'un qui est spécialiste de la communication à Tor de Lazare. Pour l'instant, rien de rien. Bon. C'est bien organisé, dites-donc. Je pensais qu'une banque comme Lazare aussi. Au moins vous avez fait ce qu'il fallait faire. C'était ce monsieur dont on vous parlait. C'était ce monsieur dont on vous parlait qu'on Sur attendait. les restructurations de la dette, surtout savoir si la banque Lazare possède de la dette française. Enfin, surtout ça. Bon, bah, c'est dommage, c'est fort dommage, mais bon, on reviendra. On repassera. Merci d'avoir fait le temps. Bon, bah, merci à vous en tout cas. Allez, bonne journée. Merci à vous. Bon, bah voilà les amis, bah, on n'a pas pu, évidemment, sans surprise. Sans surprise, on n'a pas pu avoir de lien, un mail, une réponse avec M. Giraudoll, mais bon, on verra bien. On verra bien. Bon voilà les amis, on va attendre quelques minutes et puis on vous dit ce qu'on fait. Oui, Antoine Bernet. Il y a quand même de On va se particulièrement... décaler un peu pour le passage. Hop. Ce qu'il y a de particulièrement ignoble dans l'inversion des choses sur la dette, c'est que ça fait des années qu'on fait croire aux Français que c'est eux qui coûtent trop cher et que si on est endetté, c'est à cause de chacun de nous. C'est-à-dire que c'est une inversion complète par rapport à la réalité, qui est que le système... Le système... Une seconde. On en reviendra plus tard. Comme nous, on n'a plus de live, c'est pour ça. Vous êtes de gilets jaunes. Hop. Camarade, tu me soulages? Alors le micro du coup c'est là pour qu'il y ait moins de vent. Ok. Bon bah voilà l'antre de la bête. On était donc venu soutenir Mathieu Pigasse dans la suite de son ascension oligarchique. Tu as demandé au Mister là. Ouais. Tu as posé la question. Allez, allons-y. Bonjour. Vous aurez quelques secondes à nous accorder, s'il vous plaît, pour l'interview? Non, pas du tout. On cherche absolument un contact au sein de la banque Lazare. Pardon. Comment on fait? Il n'y a pas de mail, il n'y a rien, il n'y a pas de... Hein? Non, c'est pas possible du tout. Est-ce que vous savez Bon. c'est une personne qui justement prend les contacts presse? Vous travaillez bien là quand même? Ah d'accord. Mais non, je ne sais pas. Vous avez la possibilité de vous renseigner pour demander s'il y a un contact presse? C'est bien dommage. Vous avez vu la sécurité, vous pouvez lui demander. Bah, le monsieur en fait c'est pas qui s'occupe de la presse. Donc c'est la sécurité, c'est pas la presse. Mais On pourra vous répondre à vos questions, je sais pas. d'accord. Bon. Merci. Vous aussi? Bon voilà, il y a une hiérarchisation assez opaque. Mais pourtant la porte est transparente. La porte est transparente, mais il y a comme Mais, un plafond et quand tu veux monter, non, tu oui, te cognes. ça y est. Ouais. Ouais.
C'est peut-être pour ça qu'il y a des hauteurs de porte aussi grandes. C'est peut-être parce qu'en fait, tu vois. Ouais, non, mais c'est ça. Ils nous prennent de haut, ils nous voient de haut. Bon, les amis, ce qu'on peut faire par contre, c'est d'aller voir les frangins de Lazare. Dans une autre rue. Pas très loin. Ah oui. Les frères ennemis. Ah. Tu vois? Voilà. Est-ce que je peux parler d'Antoine? Antoine, non, faut parler d'Antoine, les amis. Faut parler d'Antoine. Antoine Bernet. Le père du néo-capitalisme français. Rien que ça. Rien que ça, ouais. Alors qui est Antoine Donc Bernet? la légende, hein, c'est ça. Ouais, il a dit je suis une légende. Et c'était le banquier star de Lazare. Il est rentré, je vais vous dire quand exactement tout à l'heure. Et juste pour vous dire ce que Bernard Arnault a dit lorsqu'il est mort. Il est mort en 2012. C'est bien sûr avec une profonde émotion que nous avons ressenti la disparition d'un homme qui pendant des décennies a été un soutien indéfectible du groupe et un conseil précieux pour moi. Non, ça c'est Vincent Bolloré, excusez-moi, je me suis trompé. Voilà. Oh, c'est pareil, c'est Vincent, Bernard, ouais. C'est la même troupe de copains. C'est la même équipe. Et je crois que Bernard Arnault a dit Antoine Bernet était un mentor. C'était un compagnon fidèle, un sage, un ami. Rien que ça. Alors, juste pour parler un peu d'Antoine Bernheim, c'est lui qui a en fait été le banquier d'affaires de Vincent Bolloré, de Bernard Arnault, de François Pinault, de John Elkann, l'actuel patron de Fiat. Donc il a fait de l'argent en Afrique, forcément. Et surtout en Italie. Il adorait l'Italie, je vais en parler. Et alors, on disait que c'était, certains le décrivaient, c'est dans le Monde, il avait la sévérité parfois brutale d'un parrain, matinée de l'habileté d'un Machiavel. Il a perdu ses parents en déportation. C'est ce qu'on me dit tiens, sur le chat là. Ouais. Mort à Auschwitz apparemment. Ouais. Il a perdu ses parents à Auschwitz-Birkenau. Son père, qui était un résistant, était un grand ami de Léon Blum, était un militant sioniste proche de Chaim Weizmann. Oh, rien que ça. Tu sais qui est Chaim Weizmann? Le principal fondateur et premier président d'Israël. D'accord. J'ai mes notes du Monde. Là, nous on dit rien. Hein. Ouais, mais là j'ai envie de vous dire, vous glissez vers l'antisémitisme. Ouais, je suis obligé de le signaler. Non, mais on est tous, après, on est tous amis d'Israël. Une course-poursuite avec la Ligue France. Voilà. Non, mais reparlons de lui, il était résistant. Donc, oui. Très jeune résistant. Oui. Donc il a perdu ses parents en 1943, en déportation. Lui était un résistant, il a échappé de peu en février 1944 à une rafle, il avait l'âge de 20 ans. Et à cette époque, il a une grande admiration pour les Italiens qui ont tout fait pour sauver les Juifs français. Il estimait avoir une dette envers ce pays, raconte l'un de ses biographes. Alors après la guerre, il passe une licence en droit et obtient un doctorat en 1 an. Il est engagé, alors vous allez voir, par quelqu'un de très important. Il est engagé par un ami de ses parents, qui s'appelle Pierre Wertheimer. Oh, la famille Wertheimer, la deuxième puissance financière de France. Oui. Les deux frères oligarques dans l'ombre. On n'entend jamais parler d'eux. Hein. Ils ont du luxe, c'est ça? Collectionneurs d'art, et c'est eux qui ont détourné la marque Coco Chanel. L'associé de Coco Chanel. Magnifique. Voilà. Donc il est embauché par Pierre Wertheimer, qui est l'associé de Coco Chanel, donc on vient de le dire, fondateur du groupe de luxe pour réorganiser la maison Bourgeois. Il y passera 4 ans. Donc il connaissait le luxe, il connaissait cet univers. Mais ce n'est qu'à l'âge de 43 ans, en 1967, qu'il rentre à la banque Lazare. Donc en tant qu'associé et actionnaire, en fait. Associé gérant. Même modèle que les autres? Oui, bien sûr. À l'époque, c'est André Meyer, le puissant associé gérant de Lazare, qui le repère et qui l'embauche à Paris pour développer l'activité. Il sera associé gérant jusqu'en 2005, donc 38 ans. Donc c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui a passé... C'était le pilier de la banque pendant des années. Et rapidement, son ingéniosité
financière se révèle. Il conçoit des systèmes de holding en cascade qui permettent à l'actionnaire, ça c'est très important, c'est comme ça que vraiment toutes ces grosses fortunes se sont constituées. Il conçoit des systèmes de holding en cascade qui permettent à l'actionnaire de tête de contrôler un empire avec une mise de fonds réduite. Ce système qualifié par Vincent Bolloré, je cite Le Monde, de poulie bretonne, permettra à l'industriel breton de créer son groupe. Alors ça c'est très très important, c'est comme ça que des Bernard Arnault qui n'avaient pas beaucoup de fortune. Bolloré aussi, c'est-à-dire qu'il y avait Bernard Arnault. Expliquez un peu plus en quoi ça consiste. Oh bah c'est assez complexe, on y reviendra parce que c'est très très complexe. On fera peut-être une vidéo là-dessus parce que c'est... Mais en gros, il y a le fait de préparer l'ascension de futurs oligarques ou valets serviles. Oui, c'est des gens qui sont des millionnaires au départ, qui n'ont pas énormément d'argent et qui vont devenir... Non mais c'est pour regarder un peu les choses. Comment ces gens qui étaient des millionnaires, le groupe Ferrinel de Bernard Arnault, c'était des promoteurs immobiliers. Et aujourd'hui, il est à la tête de la plus grosse fortune au monde. Devant Jeff Bezos. Oui. Il est passé devant Jeff Bezos. Depuis qu'il vient de racheter Tiffany. Il a racheté Tiffany, qui est une marque de luxe à l'américaine, on va dire comme ça. Joaillier. Un joaillier, voilà. D'accord. Alors les deux hommes sont très proches. Vincent Bolloré et Antoine Bernheim sont vraiment très très proches. À la fin de sa vie, Bolloré va un peu le lâcher, notamment lorsque il va dire bon, au Generali ça suffit, il faut peut-être que tu laisses la place. Il va même plus lui prêter son jet. Oh. Et ça, il va c'est très mal méchant là quand même. Pauvre Antoine. Il va très mal le prendre. Mais en fait, là encore, le père d'Antoine Bernheim était au lycée de Janson de Sailly, lycée de la bonne société du 16e, à Paris avec son père, Michel Bolloré. Et quand Vincent Bolloré est proposé à la tête du groupe familial, il n'avait pas beaucoup d'argent. C'est Antoine Bernheim qui l'aidera. Il remontera le groupe breton. En fait, les hommes ne se quittaient plus, ils étaient très 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 proches. Bolloré et Bernheim. On estime que, en fait, Bolloré c'est l'enfant, c'est l'héritier spirituel de Bernheim. Avec carrément l'enfant spirituel, l'héritier spirituel. Ça va loin quand même. L'héritier spirituel, ah ouais. Mais on comprend mieux, c'est chez Weissmann. Voilà, les liens me paraissent clairs aujourd'hui. Et quand un Vincent Bolloré embauche un Zézé, tu vois, tu te dis, encore une fois, on a les banquiers internationaux à la tête de l'oligarchie, mais les banquiers internationaux sont aussi façonnés par une idéologie. Et l'idéologie, elle est mondialiste, mais aussi profondément sioniste. C'est le constat qu'on peut faire. Moi, quand je vois Antoine Bernheim avec Vincent Bolloré ou avec Bernard Arnault, c'est exactement ce à quoi je pense. Et c'est pareil pour le cas américain. Derrière les grands banquiers américains, tu avais toujours un idéologue derrière. On a déjà Attali en France avec Planète Finance. On a Antoine Bernheim qui maintenant n'est plus là. Donc qui va jouer maintenant prochainement ce rôle? Qui va jouer ce rôle? Peut-être un Mathieu Pigasse. On en parlera de ce qu'il va faire par la suite. Donc Bernheim aidera beaucoup Bernard Arnault lors du rachat de Boussac. Il faut savoir que dans le groupe Boussac, il y avait vraiment Dior et le Bon Marché. Mais ce n'était pas suffisant pour créer un groupe de luxe. Donc il va l'épauler pour racheter le VMH. Ça, c'est le gros coup de Bernard Arnault. C'est ce qui va le propulser à la tête d'un géant du luxe. Et Bernheim sera de la partie, sera derrière. Chez Lazare, il faut quand même préciser une chose, les relations sont difficiles entre Bernheim et Michel David-Veil, si bien qu'il va, dans les années 90, partir prendre la tête de Generali. Il ne va pas être choisi comme le successeur, comme le dirigeant de Lazare. Et ça, il ne va pas apprécier. Donc il va partir chez Generali. C'est l'assureur italien dont Bolloré est actionnaire.
Et donc il sera président de Generali de 1995 à 1999 et de 2002 à 2010. Donc il restera très longtemps dans le monde des affaires. C'était quelqu'un qui avait besoin en permanence d'être dans les affaires en fait. Et il disait, sa phrase préférée, c'est « La reconnaissance est une maladie du chien non transmissible à l'homme ». Répète-la, s'il te plaît. La reconnaissance est une maladie du chien non transmissible à l'homme. Qu'est-ce qu'il entend par là alors? Ouais, bah, c'est-à-dire que moi j'ai fait la fortune de pas mal de gars, je les ai rendus milliardaires et ils sont pas assez reconnaissants vis-à-vis de moi. D'accord. Il a beaucoup souffert de ça en fait. Et c'est vrai. Reconnaissance financière? Non, oui, non, de reconnaissance oligarchique, on va dire. On va dire voilà. Voilà. C'est les petits coups de main par-ci par-là. Et puis ça se confirme avec Bolloré qu'il a lâché sur la fin du coup. Voilà, qu'il a lâché sur la fin, qui n'a pas voulu qu'il rempile encore, alors qu'il avait 85 ans, qu'il rempile à la présidence de Generali. Et alors, il disait, il paraît qu'aujourd'hui à 85 ans, je suis un vieillard, rimbambito, sénile, ça veut dire en italien. Autrement dit, rimbambito, rimbambito, rimbambito. Il n'arrêtait pas de répéter cette phrase pour dire qu'il était toujours actif à 85 ans. C'était un très grand joueur de bridge. Et il finissait toujours. Il devait aller au Polo Club alors. Polo Club, oui, il me semble qu'il apparaissait sur les listes du Polo Club. Et c'était un comment. Et il terminait toujours dans les 3 premiers dans les concours de bridge. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, il s'était senti trahi par Vincent Bolloré qui ne l'a pas soutenu dans le dernier combat de sa vie, justement, lorsqu'il a voulu continuer à 85 ans, à la présidence de Generali. D'accord. Il était citoyen de la ville d'honneur de la ville de Trieste. Trieste, il l'a été en 2007. Trieste, c'est là où était le siège de Generali. C'est un passionné d'Italie. Il avait un formidable carnet d'adresses. Il avait accès au pape. Ah oui. À la famille Agnelli, bien entendu. C'était quelqu'un... Et alors, il faut quand même que je vous raconte une chose. C'était un proche de Nicolas Sarkozy. D'accord. Et en 1995, lorsque Chirac arrive au pouvoir, Sarkozy est sifflé dans les meetings, vous vous en souvenez, du RPR, tout ça, il dit « je vais abandonner la politique ». Et il va voir Antoine Bernheim. Sarkozy a toujours été proche des gens très puissants financièrement, hein, on remarque. Et il lui dit je veux monter une banque d'affaires avec vous. Et il lui dit non mon petit, tu vas continuer la politique, parce que tu vas réussir. Donc si on a eu Sarkozy... Putain, tout est sa faute quoi. Ouais, si on a eu Sarkozy président de la République, on peut dire en partie c'est grâce à Antoine Bernheim. Ou à cause. Voilà, c'est comme on veut. Et il le fera d'ailleurs en 2017, Sarkozy le fera grand croix de la Légion d'honneur. Ah oui. C'est quand même sympa. Hein. Et donc c'est un homme qui avait un grand franc-parler, qui osait dire tout haut ce que les autres disaient à peine tout bas, d'après Le Monde. Et disons que il avait une réputation de manipulateur pour ses détracteurs. Et pour ceux qui l'aimaient, ses proches, ils le considéraient comme un génie de la finance. Il fait penser un peu au parcours de Soros finalement. Soros, il a de l'argent. Alors que Bernheim était probablement millionnaire. Mais bon. Soros est milliardaire quand même. Oui. Est-ce que si on fait référence au système de la mafia, est-ce que c'est une sorte de parrain Parrain du capitalisme français, ouais. Du néo-capitalisme français. Ouais, je pense qu'on peut le dire, ouais. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que le néo-capitalisme français? C'est tous les oligarques qu'on connaît aujourd'hui et qui étaient millionnaires il y a 30, 40 ans. D'accord.
D'accord. et qui sont aujourd'hui milliardaires. Il faut quand même se poser la question comment ils ont fait. Et ils l'ont fait grâce à la finance. C'est Voilà. les 50 riches, même pas, je crois, c'est 20 riches qui possèdent 50% plus de 50% des ressources mondiales. D'accord. Ça, c'est le néo-capitalisme, l'abus par extrême, en gros, c'est ça. Oui. Et que la politique de la Banque centrale à taux zéro renforce ces gens-là. On voit Tiffany Et à taux négatif. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est Banque centrale à taux zéro, à taux négatif? Pour ceux qui ne sauraient pas. La Banque centrale européenne ou toutes les banques centrales aujourd'hui rachètent de la dette, versent des liquidités sur les marchés internationaux. Ouais. Et aujourd'hui, tu peux emprunter entre 0 et 1%. Donc ces gens-là, Arnaud... Entre 0 et 1% d'intérêt. Voilà. Ok. Ce qui est moins que l'inflation, c'est quand même extraordinaire. C'est moins Donc, qu'un crédit revolving. Tiffany, pour, Arnaud, dans l'interview la dernière interview qu'il a donnée au Figaro, dit clairement qu'il va financer l'achat de Tiffany avec des obligations entre 0 et 1%. Il le dit clairement. Donc cette politique, aujourd'hui, qui en profite? C'est Drahi, par exemple. 50 milliards de dettes. Aujourd'hui, il renégocie en permanence la maturité de la dette, c'est-à-dire les moments où on doit rembourser, et les taux. C'est un type auquel on devrait prêter à 20%, on lui prête entre 5 et 6%. Et il peut... Dérisoire. Ouais. Mais il a 50 milliards de dettes. Donc... Alors que les personnes qui regardent le live, ils peuvent être redevables de 500 balles ou 1000 balles ou 3000 ou 10 000 balles, il y en a qui se pètent la corde au cou. Et lui, avec 50 milliards de dettes, il vit bien, il est tranquille, il motep, lui on met de fraîche. Il a de l'immobilier, il est tranquille, si jamais sa boîte fait faillite. D'ailleurs, il a dissocié sa boîte. Je termine. Il était quand même membre du conseil de surveillance du Monde en 2010 à l'invitation de Xavier Niel. Intéressant. Et il a connu la mort de son fils à 59 ans, Pierre-Antoine. Ça l'a beaucoup frappé. Et il était tombé, il était tombé, il était de plus en plus malade. Et il est mort en 2010, ou 2012, pardon, 2012. Voilà, en juin 2012. Très bien. Mais c'est un personnage majeur du capitalisme français, dont on n'entend jamais parler. Est-ce que moi je voudrais inviter les gens à regarder l'argent dette de Paul Grignon. Ça permet de manière accessible de comprendre en fait les mécanismes de création monétaire et qu'est-ce que l'argent dette. En fait, c'est le système d'enrichissement des banques. Et il faudrait, pour rappel... Et de mise en esclavage des peuples par extension. Oui, en fait, il suffit de voir ce qui a été infligé et qu'il est toujours au continent africain. C'est-à-dire, alors maintenant c'est le FMI, il s'occupe très bien de tout ça. Comment est-ce qu'on a pillé le continent africain? C'est par le système de dette, avec des hommes politiques au pouvoir qui étaient en cheville avec les créanciers et dont effectivement, en échange de la dette irremboursable, on prenait le pétrole, les diamants, etc. et jamais au profit des peuples. Donc ce qui a été fait en Afrique pendant un paquet de temps, ne me demandez pas les dates, mais ils ont décidé de le faire à l'Europe et le premier laboratoire a été la Grèce pour savoir jusqu'où on pouvait pousser le bouchon. Voilà, maintenant on va subir tous le même sort. Et ce que tu dis, ça vaut aussi pour l'Amérique latine avec le premier laboratoire latine, absolument. qui était l'Argentine. Il y a le Chili. Chili, Argentine et d'autres qui sont des sortes de bêta-tests comme Chypre à un moment pour les comptes de dépôt, etc. Et moi je conseillerais, il faut lire Les Confessions d'un assassin financier de John Perkins qui parle, lui il était agent de la CIA non officiel on va dire, et qui parle de comment il soumettait les États et que si le chef du gouvernement de tel État ne se pliait pas à la dette, c'était la guerre qui arrivait et assassinat ciblé et compagnie. Les moyens de pression sont multiples et en général il faudrait faire un listing pour les personnes qui souhaiteraient justement lire et s'informer. Il faudrait faire peut-être un petit listing en publication de livres. Celui-là, il est indispensable, je trouve. Après, on parlait du Chili, il y en a un que j'ai trouvé très facile à lire.
C'est la stratégie du choc de Naomi Klein qui décrit comment est-ce qu'on a imposé le système libéral de force au Chili et après dans le monde entier, en passant par l'Irak. Voilà, c'est un bouquin aussi que je trouve intéressant. Qui ne parle pas spécialement de la dette, mais en tout cas ça décrit le système du libéralisme. Je pense que je vais voir avec mon camarade du 93, on va collecter les propositions d'ouvrages à lire. Et faire une petite publication pour que les gens... Création de la réserve fédérale. À un moment venu. Création de la réserve fédérale, très intéressant. Les amis, là, on va se déplacer vers une autre cible. Donc on relance le live une fois sur place. Restez connectés, n'oubliez pas de partager. À tout à l'heure. Et montez des équipes.